Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Merci de nous rejoindre sur Magloire Télévision pour être informés, messieurs et dames. Bienvenue à vous dans ce journal dont voici les titres pour commencer. À la une de l'actualité, conduit par André Wameso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, Yvon Sana, gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale et président en exercice de l'Association des banques centrales africaines, a rencontré le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un échange. Vous suivrez les détails en début de ce journal. Et puis séjournant au Canada, Patrick Muyaya et son collègue des droits humains Samuel Bemba ont rencontré la communauté des Banyamulenge vivant dans ce pays. Ils ont échangé notamment sur le vivre ensemble. Au sommaire encore, signature du mémorandum d'entente relatif au cadre bilatéral de coopération sanitaire entre la RDC et les États-Unis d'Amérique lors d'une cérémonie officielle présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Vous suivrez les détails dans cette édition du journal. Et enfin, séance de travail entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et le Fonds monétaire international sur l'état d'avancement des réformes structurelles engagées par le gouvernement. Et c'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous dans ce journal. Et comme je venais de l'annoncer dans le sommaire, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, et son collègue des droits humains ont prêché le vivre ensemble pour stopper la propagation du poison rwandais. Patrick Muyaya et Samuel Bemba Kabuya étaient face à la diaspora de la communauté Banyamulenge vivant au Canada. Reportage. À Ottawa, au Canada, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, et son collègue des droits humains, Samuel Mbemba Kabuya, ont prêché les vivre ensemble pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, le poison rwandais. Le combat que porte le président, il ne le porte pas pour lui. Il aurait pu faire le choix de la complaisance, laisser faire ce qui s'est fait. Mais il a dit cette fois-ci, souveraineté sur nos minerais. Ça veut dire que si on applique cet accord, le Rwanda, dans son existence, dans son modèle économique actuel, est mort. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est les soubresauts de quelqu'un qui est agonisant. Samuel Mbemba Kabuya a mis l'accent sur les leviers utilisés par la RDC pour conjurer toute forme de barbarie dans l'est de la RDC. Un rapport exhaustif a été présenté à cet effet. Je me réjouis de cette rencontre avec vous parce qu'il faut que notre communauté, notre élite s'approprie aussi ce combat. Lorsque le génocide de votre pays est reconnu, ça signifie qu'on dit au monde entier, désormais ce peuple-là est un peuple qui mérite protection. Ces face-à-face, membres du gouvernement et la diaspora congolaise du Canada a permis à l'assistance de poser toutes sortes de questions, notamment à intégrer dans des programmes télévisés et scolaires. Les Congolais de la diaspora ont à cette occasion sollicité l'établissement d'un cadre permanent de collaboration pour un dialogue durable et responsable avec le gouvernement congolais. Idée fort saluée par les émissaires de la première ministre, Judith Suminwa.
Autre chose, nous sommes à la présidence en marge des travaux de l'Association des banques centrales africaines. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC, André Wameso, a conduit vendredi 27 février le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale et président en exercice de l'Association des banques centrales africaines, Yvon Sana, à la cité de l'Union africaine pour un tête-à-tête avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Nous découvrons les détails dans ce reportage. La Banque centrale du Congo a organisé les travaux de l'Association de banques centrales africaines. À marge de ces travaux de la sous-région, le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale et président en exercice de l'Association de banques centrales africaines, Yvon Sana, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont tourné autour de la situation et des perspectives économiques de la sous-région comprenant la zone CEMAC, le Congo, la RDC et le Sao Tomé et Principe. Les participants se sont apaisantis notamment sur la recherche des voies et moyens pour les banques d'Afrique centrale de sortir de la forte dépendance des matières premières. Il s'agit concrètement de relever notre forte dépendance au niveau Afrique centrale aux matières premières, qui se traduit par notre vulnérabilité sur le plan économique et notre forte exposition aux chocs extérieurs. Cela entraîne bien entendu la faiblesse de notre économie qui n'arrive à créer de l'emploi et à porter également une croissance plus dynamique, plus souhaitée. Le président de l'Association des banques centrales africaines a présenté au chef de l'État le projet structurant phare de l'association visant la création au cours de l'année 2026 en cours de l'Institut monétaire africain qui sera les laboratoires précurseurs de la Banque centrale africaine et qui aura pour vocation de mener des études d'harmonisation de la politique monétaire de l'ensemble des banques centrales africaines. Par ailleurs, séjournant à Kinshasa dans le cadre des consultations régulières, Régis Sondé, administrateur du Fonds monétaire international, a aussi eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous allons rester à la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La 80e réunion du Conseil des ministres du vendredi 27 février à la Cité de l'Union africaine a porté sur plusieurs dossiers stratégiques concernant notamment la situation générale du pays, le démarrage du jury pour la valorisation des acquis d'expérience dans le domaine des métiers, le lancement du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation des ressources en eau transfrontalières entre la RCA et la RDC. Et puis à la primature à l'hôtel du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka a présidé la cérémonie de la signature du mémorandum d'entente relatif au cadre bilatéral de coopération sanitaire entre le gouvernement de la RDC et les États-Unis d'Amérique, un accord qui a traduit la volonté des deux pays de renforcer durablement le système de santé congolais. Suivez les détails. Un souffle nouveau pour la santé des Congolais. Ce jeudi, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a ouvert la voie à un accord inédit avec les États-Unis doté de 1,2 milliard de dollars pour transformer le système de santé national. Au-delà de son importance financière, cet engagement traduit une conviction forte qui reprend la vision du chef de l'État, président de la République, celle qui dit « La santé des Congolais doit être portée, financée et pilotée de manière responsable par nos propres institutions, avec l'appui des partenaires engagés. » Notre priorité demeure simple et essentielle.
Permettre à chaque Congolais, à chaque Congolaise d'accéder à des soins de santé de qualité, partout sur le territoire national, dans des conditions dignes et sécuritaires. Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Komba, précise que des vies seront sauvées et des familles protégées. Cet accord marque une étape importante pour notre pays. Il vient renforcer les efforts engagés pour améliorer concrètement l'accès aux soins et la qualité des services de santé au bénéfice de notre population. Au-delà de son cadre formel, il traduit une ambition simple et essentielle: construire un système de santé capable de répondre efficacement aux besoins réels des Congolais aujourd'hui comme demain. Côté finances, le ministre Doudou Fouambali Koundé souligne l'importance des investissements américains et confirme que la RDC augmentera sa propre contribution pour garantir l'accès à des soins de qualité. En signant ces mémorandums d'entente aujourd'hui, nous nous engageons à travailler main dans la main pour améliorer la santé et le bien-être de tous. C'est un pas important vers un avenir meilleur pour nos populations, mais également pour l'Afrique tout entière. Le chargé d'affaires AI des États-Unis, Lan MC Kerry, parle d'un partenariat novateur et responsable. Ensemble, nous visons à sauver des vies, à améliorer les indicateurs clés de santé, à renforcer la sécurité sanitaire de nos deux nations et à bâtir un système de santé résilient et autosuffisant en RDC. Au-delà de l'argent, la RDC affirme sa souveraineté sanitaire. Cet accord stratégique avec Washington marque un véritable tournant prêt à transformer durablement les paysages sanitaires congolais. Nous allons poursuivre ce journal et nous sommes à l'Assemblée nationale où le président de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji, séjourne à Kassindi, porte frontalière et stratégique de la province du Nord Kivu. Devant la foule éprouvée par des années de violence, le président de l'Assemblée nationale a appelé à l'unité pour faire face au M23. Suivez. À Kassindi, cité frontalière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, la mobilisation était au rendez-vous. Dans cette agglomération stratégique du territoire de Beni, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, s'est adressé à une population venue nombreuse écouter son message. Au cœur de son intervention, la paix, l'unité et l'espoir. Face aux défis sécuritaires persistants dans les Grands Nord, le speaker de la Chambre basse a appelé à la cohésion communautaire et à la solidarité, invitant les habitants à rejeter toute forme de division. Le Congo est un grand pays. Nous nous battrons jusqu'à la victoire, jusqu'au départ de rebelles de l'AFC M23 et des ADF de notre territoire. Notre objectif est clair, restaurer la paix pour que chaque femme et chaque homme vivent et travaillent sans peur. Le président de la République veut cette paix et il viendra la célébrer. Le président de l'Assemblée nationale a également réaffirmé l'engagement des autorités nationales sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à poursuivre les efforts pour sécuriser l'est du pays et accompagner les populations affectées par l'insécurité. Depuis cette frontière stratégique, les tons se veulent rassurants. À Kassindi comme dans l'ensemble du Nord Kivu, l'objectif reste le même, réconforter, mobiliser et consolider les bases d'une paix durable. Autre chose à présent, au lendemain de sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a tenu vendredi 27 février une séance de travail avec le Fonds monétaire international FMI. Au cœur des échanges, l'état d'avancement des réformes structurelles engagées par le gouvernement, notamment en matière de gouvernance administrative, de maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Pour plus de détails, je vous prie de suivre ce reportage.
À l'approche de la 3e revue du programme du FMI, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou était en séance de travail le vendredi 27 février 2026 avec la mission technique du FMI conduite par le chef de mission Calixte Aopossi. Au cours de cette réunion, 2 sujets étaient à l'ordre du jour, l'élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale, l'opérationnalisation du dispositif de déclaration du patrimoine de l'agent public de l'État et de sa famille immédiate face à la mission technique du FMI. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a réitéré la ferme volonté du gouvernement d'appliquer d'ici 2027 la nouvelle politique salariale. Son élaboration étant terminée, le processus de sa mise en œuvre effective a été enclenché, notamment lors des discussions avec les différents syndicats pour une bonne appropriation. S'en suivra son adoption en Conseil des ministres. Le 2e sujet a porté sur le décret fixant les modalités de déclaration des patrimoines des agents publics. Ce texte normatif institue l'obligation pour les agents publics et leurs familles de déclarer leurs biens à l'entrée et à la sortie de fonction. Il vise la transparence et la lutte contre l'enrichissement illicite avec une déclaration annuelle via l'OCEP. Autre facteur, il a été indiqué que la mécanisation faite sur la base des économies dégagées ne peut pas être à l'origine des problèmes concernant la masse salariale. Le rapport de l'audit de l'État liquidatif diligenté par le chef de l'État lors du Conseil des ministres permettra d'éclairer définitivement l'ensemble des parties prenantes sur les facteurs qui impactent négativement la maîtrise de la masse salariale. Et dans le reste de l'actualité, le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais entre dans sa phase active. Réunis autour du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, plusieurs membres du gouvernement ont harmonisé leur stratégie, accéléré la mise en œuvre de ce plan évalué à plus d'1 milliard de dollars américains. Suivez les détails dans ce reportage. L'heure est à l'action pour le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais, lancé à l'issue de la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat convoquée en novembre 2025 par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Le jeudi 26 février 2026, plusieurs membres du gouvernement se sont réunis au cabinet du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, pour accélérer l'opérationnalisation de ces programmes ambitieux. Autour de la table, le ministre de temps en charge de la formation professionnelle, Marc Ikila Lukombo, le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama, ainsi que la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Essambodiata. Ensemble, ils ont passé en revue ce programme évalué à 1,3 milliard de dollars américains sur 6 ans et qui repose sur 3 axes complémentaires. La formation professionnelle, l'égalité des chances et l'entrepreneuriat. Nous sommes venus voir avec le ministre du Commerce extérieur comment est-ce qu'à partir du travail excellent qu'il est en train d'abattre au niveau du commerce extérieur de notre pays, nous pouvons avoir toutes les synergies pour que ces programmes prennent corps le plus rapidement possible. Et donc, nous sommes en train d'asseoir vraiment la synergie gouvernementale pour que dans tous les pans du programme, il y ait du répondant, que ce soit opérationnalisé et dans les meilleurs délais. Le ministre du Commerce extérieur a salué l'initiative consistant à mutualiser les expertises des programmes du gouvernement pour concrétiser ce programme présidentiel destiné à booster l'emploi des jeunes en RDC. Nous allons poursuivre ce journal avec l'actualité sportive. Les Lionceaux du Cameroun sont sacrés champions de l'édition 2026 du tournoi de l'Union des fédérations du football d'Afrique centrale, UNIFAC, en battant en finale les Léopardos de la République démocratique du Congo par le score de 2-1. C'était le vendredi 27 février 2026 au stade Tata à Raphaël. Commentaire.
Les Léopardos de la RDC sont tombés en finale du tournoi zonal de l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC en sigle, le vendredi 27 février 2026 au stade Tata Raphaël devant les Lionceaux du Cameroun par la note des 2-0. Ce score a permis au Cameroun d'être sacrée équipe championne du tournoi UNIFAC de U17. Étant à domicile, les Léopardos n'ont pas pu profiter de cet avantage de son public devant une équipe camerounaise caractérisée par la concrétisation dans le dernier geste. Il a fallu attendre 10 minutes pour voir les Camerounais trouver le filet. Après un dépôt du ballon dans le paquet, la défense congolaise s'assombrit. Ronnie Balang prend à contre-pied le portier congolais. Les Léopardos tentent de réagir pour mettre à égalité les deux équipes sans y arriver. Les deux jeunes sélections nationales ont dû batailler dur, d'une part pour revenir au score et de l'autre pour l'alourdir, chose qui n'avait pas été faite, d'où le score à la pause était d'1-0 à l'avantage du Camerounais. Au retour de la pause, les Camerounais n'ont pas tardé de mettre en doute les Congolais, comme ce fut en première période, en alourdissant le score à la 50e minute d'un centre venu du côté gauche de la part du joueur Omar qui trouve le plat du pied de Arnold Massécon pour le 10e but. Le score de 2-0 en faveur des Lionceaux du Cameroun restera jusqu'à la fin de la partie. Ainsi, l'histoire retiendra du tournoi zonal de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC en cycle, que l'édition 2026 avait été remportée par les Lionceaux du Cameroun au stade Tata Raphaël devant les Léopardos de la RDC, d'où les deux équipes sont qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de U17. Et nous allons terminer ce journal avec l'actualité en international. Voilà, l'Afrique du Sud, le maire du Cap se présente à la direction du Parti d'Alliance démocratique et entre-temps, des centaines de réfugiés burundais ont été expulsés de la Tanzanie. La page en international porte la signature de Esther Mbouyi. Bienvenue à cette ronde en international qui s'ouvre par les Ghana. Les chefs de la diplomatie ghanéenne, Samuel Okudzeto Ablakwa, a déclaré que 272 ressortissants ghanéens ont été attirés dans les conflits russo-ukrainiens, dont environ 55 auraient été tués. Cette semaine, le ministre ghanéen des Affaires étrangères était à Kiev pour rencontrer les autorités ukrainiennes et discuter du sort des 2 Ghanéens prisonniers des guerres après avoir été capturés sur le front dans le rang russe. Son homologue ukrainien Adri Sibiga a indiqué que plus de 1780 Africains issus de 36 pays combattaient en Ukraine au sein des forces russes. Selon Samuel Okudzeto, ses compatriotes ont été victimes des manipulations et des désinformations de la part des réseaux criminels des trafiquants promettant des emplois fictifs en Russie. En tant que gouvernement responsable, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ces statistiques bouleversantes, a écrit le ministre sur son compte X. Il a ajouté que les Ghana s'engagent à traquer et démanteler tous les réseaux de recrutement illégaux opérant sur les dark web et à empêcher que des jeunes Ghanéens deviennent des boucliers humains pour d'autres. Pendant 7 ans, en Afrique du Sud, le maire du Cap a annoncé vendredi qu'il se présenterait à la tête de l'Alliance démocratique, les deuxièmes plus grands partis de la coalition au pouvoir en Afrique du Sud. Âgé de 39 ans, Georgesdin Hill Levis est devenu maire du Cap en 2021, une ville touristique considérée comme l'une des municipalités les mieux gérées du pays. Je vous annonce aujourd'hui que je me présente pour devenir le prochain leader de l'Alliance démocratique, a déclaré Georgesdin lors d'un rassemblement au Cap sous les acclamations de centaines de partisans. Sous ma direction, nous montrerons que nous l'avons fait ici au Cap, que les DA gouvernent bien et gouvernent pour tous, a-t-il déclaré. Les DA favorables aux entreprises à qui l'on attribue le mérite d'avoir renforcé la confiance en Afrique du Sud lorsqu'elle a rejoint la coalition de 10 partis après les élections générales de 2024 a été secouée par une série de controverses internes concernant les leaderships.
Et pour finir cette ronde internationale, des centaines de réfugiés burundais expulsés de Tanzanie. Chaque jour à la frontière entre le Burundi et la Tanzanie, ces bus transportent des Burundais qui rentrent chez eux au fil des années. Ils sont nombreux à avoir quitté leur pays en proie à l'instabilité politique et à des crises économiques. Mais ces dernières semaines, le gouvernement tanzanien a démantelé 2 grands camps des réfugiés dans le cadre d'une initiative lancée en 2017 visant à renvoyer des milliers de demandeurs d'asile chez eux. Fin novembre 2025, plus de 140 000 réfugiés burundais étaient présents en Tanzanie voisine, fuyant des années de troubles civils dans leur pays. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, ils sont des milliers à avoir besoin d'une protection internationale en Tanzanie malgré les processus de rapatriement. Merci Sidam, c'est par cette information qui prend fin cette page en international. Merci de l'avoir suivi. Et ça sera également la fin de cette édition du journal sur les antennes de Magloire Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.